Bonsoir tout le monde. Il est 18 heures. Nous allons commencer ce webinaire qui présentera le programme Histoire et civilisation. Je me présente, mon nom est Charles Bourget. Je m'occupe du programme Histoire et civilisation depuis déjà une quinzaine d'années. Je serai accompagné dans cette présentation de collègues professeurs dans le programme, ainsi que d'un étudiant. Antonin-Xavier Fournier, Georges Desmeules, Philippe Munch, Caroline Desruisseaux, qui fait office d'ancienne étudiante et d'actuelle professeure au département d'histoire, Mathieu Simard à la technique et Maxime Lachance, notre représentant étudiant. Donc, la structure de la présentation va être assez simple. Je vais vous expliquer d'abord le programme de manière générale. On va ensuite entrer plus dans les détails de ce qui particularise le Cégep de Sherbrooke, notre arrimage avec la formation générale, notre concentration sur la réalité occidentale, notre célèbre maintenant passerelle DEC-BAC avec le programme d'histoire de l'Université de Sherbrooke, les sorties voyages et finalement notre revue pour terminer avec un petit mot de la réalité étudiante. Donc ça va être notre présentation. J'attire votre attention sur le fait que dans le bas de l'écran, si vous amenez votre souris, vous avez accès à un volet chat. Vous pouvez à tout moment y poser des questions. Et à la fin de la présentation, Mathieu, à la technique, va noter les questions auxquelles on n'aura pas répondu et vous pourrez, il va nous les nommer et à ce moment-là, on pourra répondre à tout cela. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser durant la présentation, mais aussi à la fin, lorsqu'on approchera du moment voulu. Vous aurez l'occasion aussi d'en rajouter. Donc, tout ce à quoi on n'aura pas répondu, vous pourrez le faire à partir de ce moment-là. Donc, de manière générale, je voudrais vous présenter le programme Histoire et civilisation comme dans sa réalité particulière. J'imagine que plusieurs d'entre vous hésitent un peu entre sciences humaines et histoire et civilisation. Il faut comprendre que ce sont deux programmes qui sont dans l'univers des sciences humaines, mais qu'ils ont chacun leur particularité. D'abord, l'histoire et civilisation mise avant tout sur la formation méthodologique dans une perspective préuniversitaire. Évidemment, c'est un programme préuniversitaire, même si c'est un des programmes préuniversitaires les plus spécialisés. Donc, la méthodologie est donnée dès la première session en histoire et civilisation, ce qui distingue pour le moment le programme de sciences humaines qui a ses structures méthodologiques un peu plus tard. Dans notre cas, ça nous permet de pratiquer durant les 2 ans et vous arrivez fortement préparé pour l'université. On a aussi un nombre plus restreint de disciplines qui nous permettent évidemment d'approfondir peut-être plus et l'histoire est au cœur de cette réalité-là puisque vous allez avoir plus de 5 cours d'histoire dans le programme. Mais il y a aussi des disciplines très différentes. Vous allez faire de l'art, de l'histoire de l'art, de la musique. Ce sont des éléments qui sont particuliers à Histoire et civilisation. On aborde aussi différentes périodes. Mathieu, tu pourrais remettre le diaporama qui nous met des images des différentes périodes. On touche aussi bien aux 4 grandes périodes de notre histoire. On commence évidemment par l'Antiquité. Ça va aussi se poursuivre par le Moyen Âge. Vous allez voir si tu mets la diapo suivante, Mathieu, on a des images de ces périodes-là. Donc, évidemment, on va toucher à ça et par l'architecture, l'histoire de l'art, mais aussi par l'histoire, la politique, tous ces éléments-là. On a le Moyen Âge, l'Antiquité, les temps modernes, à partir de la Renaissance et évidemment l'époque contemporaine. On va toucher à tout ça et ça va être abordé selon diverses approches, autant littéraires, artistiques, culturelles qu'historiques ou politiques. Vous vous posez probablement aussi la question des débouchés. Histoire et civilisation est un programme qui présente exactement les mêmes débouchés que sciences humaines, c'est-à-dire que si vous voulez aller en psychologie ou en administration, vous pouvez faire les mêmes préalables de mathématiques ou de psychologie. Donc, dans ce sens-là, si l'histoire vous intéresse et la compréhension de la réalité culturelle de notre société vous passionne, évidemment, c'est le temps de faire histoire et civilisation parce que vous allez avoir accès à un contenu très riche. C'est aussi un programme qui présente un arrimage très fort avec la formation générale et je vais passer à ce sujet la parole à mon collègue Georges Desmeules qui est prof de littérature dans le programme. À toi, Georges, de nous expliquer tout cela.
Merci Charles. Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Georges Demel, c'est moi. Je suis professeur en littérature dans le cadre du programme et aussi à la formation générale. Mon intervention va si on veut, se décliner en trois étapes. La première, je vais vous présenter les cours au choix dans le programme, c'est-à-dire qu'il va y avoir évidemment, merci Mathieu, la diapositive que vous voyez maintenant présente les disciplines de la formation, si on veut, commune dans le programme, puis également les possibilités de cours au choix qui vous sont offertes. Dans les faits, dans le cadre du programme, vous allez avoir donc des options en fonction, entre autres, de vos préalables universitaires. Vous pourrez choisir des cours de mathématiques, de psychologie, mais aussi des cours de littérature. Puis je tiens à le préciser, c'est fait dans le cadre du programme. Puis pour l'actualiser, évidemment, puis le mettre en quelque sorte en phase avec notre époque, que les deux cours de littérature qui sont offerts en cours au choix ne sont pas des cours de littérature pure et dure, mais bien des cours de cinéma et d'adaptation de la littérature pour le film. On va comprendre rapidement que l'histoire, c'est souvent un phénomène de médiatisation, c'est-à-dire que la représentation qu'on fait de l'histoire, c'est aussi une manière d'en parler et de la diffuser. Alors, la diapositive que vous voyez en ce moment vous présente la manière dont les disciplines s'intègrent les unes aux autres. Donc, au centre, il y a bien entendu l'histoire, la philosophie, la politique, l'histoire des sciences, mais autour, en périphérie, qui se greffent à ça, d'autres disciplines qui sont évidemment en fonction de vos choix importantes. Maintenant, j'attire votre attention sur une réalité incontournable du cégep. Le cégep, en fait, est fondé autour de l'idée qu'il y a une formation générale commune à tous les étudiants de tous les programmes, c'est-à-dire que ce qu'on appelle la formation de base en littérature, en philosophie, en anglais ou en éducation physique, c'est quelque chose qui appartient en propre, un héritage, en fait, que l'ensemble des étudiants du collège, réseau collégial, vont avoir. Par contre, je veux dire une chose, c'est que peut-être que le programme d'histoire-civilisation, c'est celui qui intègre le mieux la formation générale dans la mesure où le programme d'histoire-civilisation, c'est peut-être l'héritier de la vieille formation qu'on appelait autrefois le cours classique. Disons qu'on pourrait dire d'histoire-civilisation que c'est maintenant le cours moderne qui intègre donc ce que la formation générale offre à tous les étudiants, plus une manière de s'ouvrir au monde par le biais de la culture. Alors, j'avais dit que j'intégrerais 3 aspects à ma présentation. Je vais juste les synthétiser avant de céder la parole à nouveau à Charles. Donc, dans le programme, vous le voyez, il y a une formation que vous allez avoir en propre et des cours au choix qui vont s'ajouter, donc, deuxième temps, à cette formation-là en fonction de vos besoins. Puis, finalement, cette formation-là va s'articuler sur ce qu'est l'ossature du réseau collégial, ce qui fait sa caractéristique, les cours de formation qui sont en fait communs à l'ensemble des étudiants du cégep. Je sais que j'ai été rapidement, ce sont des choses évidemment que vous aurez l'occasion d'approfondir. Je souhaite juste vous voir en fait en personne dans le cadre du programme. Puis évidemment, il me fait plaisir donc de répondre, plaisir de répondre à toutes les questions que vous pourrez avoir en temps et lieu. Alors merci, je redonne la parole à Charles. Merci, merci Georges. Oui, c'est effectivement le programme Histoire et civilisation est bien arrimé avec la formation générale du Cégep et je pense que c'est une des grandes forces de notre programme. Une autre de nos grandes caractéristiques, c'est notre intérêt pour la culture et la civilisation occidentale à travers divers aspects. Et je laisse la parole à Antonin, notre professeur de politique dans le programme, pour nous expliquer cette réalité. Oui, Charles le disait avec raison, on est un programme occidentalo-centriste, c'est-à-dire très, très centré sur l'Occident, sur l'origine de la civilisation occidentale. On est un programme qui est axé sur ce qu'on appelle anciennement, ce qu'on appelle encore aujourd'hui les arts libéraux, donc essentiellement l'histoire, la philosophie, la littérature et même la science, parce qu'on a un cours d'histoire des sciences aussi à l'intérieur du programme. Et une des caractéristiques du programme, on parlait beaucoup de la distinction entre sciences humaines et le programme Histoire et civilisation, Charles et les autres. Une des grandes distinctions, c'est que dans le programme de sciences humaines, on est beaucoup dans la découverte à travers des projets d'actualité. Hein? On est vraiment, vraiment dans l'époque contemporaine, alors que dans le programme Histoire et civilisation, non seulement on est axé sur la civilisation occidentale et non pas la civilisation extra-occidentale en dehors de l'Occident, mais en plus de ça, on est très, très centré sur les penseurs à l'origine de cette pensée occidentale, sur les textes fondateurs de la pensée occidentale.
Donc, on va revenir beaucoup sur les textes anciens, sur la période de la Renaissance où on redécouvre les anciens. Je vais prendre des exemples, par exemple, dans mon cours en sciences politiques où on voit là 5 grands auteurs, Machiavel, Montesquieu, Marx, Keynes et Fukuyama. Bien, au lieu de regarder, comme on le ferait probablement en sciences humaines, ce que les auteurs ont pensé de ces auteurs, dans le cadre du cours Histoire, dans le cadre de mon cours, mais dans le cadre du programme Histoire et Civilisation, on va vraiment aller à la source et on va étudier les textes eux-mêmes. Ça, c'est vraiment, je dirais, une caractéristique unique qu'on retrouvera dans aucun autre programme, sauf peut-être là, dans la formation générale, en philosophie et en littérature. C'est pour ça d'ailleurs que notre programme, ça rime extrêmement bien, comme Georges et Charles le disaient, avec la formation générale. En fait, ce qu'il y a de beau dans ce programme-là, c'est que puis Maxime pourra nous en parler, c'est que pour un étudiant normal, on n'a presque pas la perception de faire des cours de formation générale tellement ils sont imbriqués à l'intérieur du programme. Donc, c'est peut-être un des seuls programmes où cette démarcation-là, elle est moins grande et où on a l'impression d'avoir vraiment un programme qui, dans sa globalité, est un programme plutôt que, par exemple, quand on est en technique infirmière, où là, on est obligé d'aller faire des cours de formation générale qui ont moins de liens, j'ai envie de dire, avec la formation spécifique qu'on va faire. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant, ça veut dire que ce n'est pas bien. Mais dans le cas du programme Histoire et Civilisation, là, ce lien il est tellement intense qu'on a presque l'impression qu'il n'y a pas de différence entre la formation spécifique du programme et la formation dite générale. C'est aussi un programme qui est axé sur les institutions. C'est le cas, par exemple, en histoire de l'art, où on va voir les notions de pouvoir, notamment à travers l'architecture. C'est le cas en sciences politiques, où on va s'attarder aux institutions politiques. C'est le cas dans le cours de sociologie, parce qu'il y a aussi un cours de sociologie où on va s'intéresser à l'individualisme et aux différentes institutions dans lesquelles s'incarne l'individualisme, que ce soit la famille, que ce soit les institutions politiques, que ce soit les institutions sociales. Donc, moi, je dis toujours que c'est un programme qui est global et qui permet aussi à l'étudiant d'avoir une perspective qui est large de son environnement et qui le prépare aussi très bien pour l'université. Voilà, Charles. Bien, merci, Antonin. Oui, effectivement, et ça donne le lien direct avec le prochain sujet parce qu'on est le programme préuniversitaire, un des seuls au Québec qui a développé une passerelle avec le programme d'histoire de l'Université de Sherbrooke. C'est une de nos grandes particularités. On en est très fiers et on a chez nous, dans notre équipe, une nouvelle professeure qui est en train de terminer son doctorat à l'Université de Sherbrooke, qui est une ancienne d'histoire et civilisation, qui fait exactement le pont entre les deux et elle va vous expliquer cette passerelle-là. Donc, si vous avez l'intention d'aller en histoire à l'Université de Sherbrooke, je pense qu'Histoire et civilisation, c'est le programme qu'il vous faut. Je laisse la parole à Caroline Desruisseaux. Merci, Charles. Bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Caroline. Je suis, comme dit Charles, une nouvelle enseignante en histoire. En fait, j'inviterai d'abord Mathieu à mettre le PowerPoint. J'ai des petites choses à vous montrer. Donc, tu peux peut-être juste changer de diapo si ça ne te dérange pas, Mathieu. Merci. Comme a dit Antonin à la fin de sa présentation, l'avantage avec le programme Histoire et civilisation, c'est que non seulement vous allez vous doter d'une très forte culture générale en histoire et civilisation, et les cours sont très bien arrimés, sont très solidement ficelés les uns aux autres, mais en plus, c'est ficelé avec l'université. Donc, c'est un programme professionnalisant et les professeurs en histoire du département ici au Cégep, on a travaillé très fort à mettre sur pied une passerelle qui est à peu près inédite, comme a dit Charles, entre le département d'histoire du Cégep et le département d'histoire de l'université. Ça vous donne des avantages inédits. Par exemple, si jamais vous faites le DEC en histoire et civilisation au Cégep, ça vous permet d'avoir entre 6 et 9 crédits universitaires qui vont être reconnus par le département d'histoire à l'Université de Sherbrooke. Donc, c'est assez exceptionnel. On a une formation tellement forte, tellement solide que l'université nous permet, en fait, reconnaît des crédits universitaires, reconnaît que c'est presque d'un niveau universitaire. Donc, c'est vraiment très bon. Alors, juste pour vous mettre en contexte, entre 6 et 9 crédits, ça veut dire entre 2 et 3 cours à l'université.
Donc, 6 crédits, ça c'est d'emblée que ça vous est reconnu si vous faites le DEC. Vous pouvez vous rendre jusqu'à 9 si jamais vous allez faire l'école d'été. Et là, Mathieu, je te demanderais juste de mettre les quelques photos qu'on voit dans le diaporama. C'est juste la diapositive suivante. Alors, on a monté, non seulement vous allez avoir des crédits reconnus à l'Université de Sherbrooke, mais en plus, on a monté toutes sortes d'activités avec l'Université de Sherbrooke. Donc, la première, si jamais tu retournes à l'autre, Mathieu, à la toute première, c'est une école d'été, finalement. On a eu la première édition en août 2020. Et ici, cette première photo-là que vous voyez très bien, en fait, que la thématique, c'était « Ah bon, ben écoutez, la diapo ne veut pas rester en place, c'est correct, Mathieu, fais-toi-en pas avec ça. » Mais en gros, vous voyez très bien qu'on travaillait sur l'histoire judiciaire, l'histoire carcérale à Sherbrooke et plus spécifiquement sur la prison Winter. Et vous la voyez ici sur la diapositive, les étudiants ont d'abord été invités à aller visiter la prison. Donc, c'est une dimension très concrète, très vécue à cette école d'été-là, où on a visité la prison 2 fois avec un spécialiste de l'histoire carcérale au 19e siècle, mais aussi avec un ancien gardien de prison qui travaillait là dans les années 60-70. Donc, on voyait tout le contexte très vécu. Et là, si on regarde juste l'autre diapositive, vous allez voir les étudiants qui travaillent sur des sources premières. Donc, comme disait Antonin dans sa présentation tout à l'heure, on a un volet très appliqué. On retourne aux sources et là, on retourne voir dans les archives. Et tout ça mène à une réflexion très globale, finalement, sur le rôle de la prison dans nos sociétés et pose des questions très contemporaines sur la manière dont on gère le crime. Alors, c'est juste un exemple. On peut changer de diapo, peut-être, Mathieu, aller à la toute dernière. Mais ça vous montre finalement qu'on a une solide passerelle et on a un volet très appliqué, très concret, conjointement entre le cégep et l'université. La dernière chose que je peux vous mentionner sur cette chose-là, c'est les soirées carrières. Les soirées carrières sont organisées entre les 2 départements d'histoire de l'université et du cégep et c'est professionnalisant dans le sens où tous les étudiants des 2 institutions vont être invités à aller dans une grande salle au centre-ville, comme l'année dernière. Ça s'était passé pas au Ciboire, ça s'était passé au Boc et Bière. Et là, on avait reçu 6 parcours professionnels différents. On avait reçu différents professionnels, des gens qui travaillent pour différents ministères du gouvernement, d'autres pour des musées ou encore des entreprises. Donc, toutes sortes de parcours très, très différents les uns des autres et qui viennent tous à la même chose, l'importance d'acquérir un jugement critique et l'importance de l'histoire comme discipline, comme parcours et histoire-civilisation pour acquérir ce jugement critique. Alors, si vous avez des questions sur quoi que ce soit par rapport à ça, n'hésitez pas à les déposer dans la boîte de clavardage et on va y répondre tout à l'heure. Merci. Bien, merci, Caroline. Je pense que c'est un projet très alléchant et que c'est une passerelle qui est très formatrice et très représentative de ce que l'on peut faire dans le programme. Mais on fait aussi beaucoup d'autres choses qui sont passionnantes et des sorties variées et des voyages d'études. Et on a un voyage en préparation dont va nous parler Philippe, notre représentant, ou un autre représentant du département d'histoire. La parole à toi. Bonjour tout le monde. En parlant de plaisant, de quelque chose de concret, réel, évidemment, les sorties et les voyages, ce que vous aimez beaucoup. Donc, c'est sûr que le programme Histoire Civ, ça va vous faire voyager dans le temps, à différentes époques, l'Antiquité, le Moyen-Âge, voir différentes cultures, mais ça va vous faire voyager vraiment très concrètement, très réellement, parce que à chaque année, il y a différentes sorties qui sont organisées, dépendamment des expositions. On peut aller, par exemple, au Musée de la civilisation à Québec. On peut aller, par exemple, au Musée des beaux-arts à Montréal. L'année dernière, on est allé voir une super belle exposition sur les momies égyptiennes au Musée des beaux-arts. On est allé aussi voir le Musée de l'Holocauste, donc sur le génocide juif. Donc, il y a plein de belles sorties vraiment super intéressantes qu'on fait à chaque année. Il y a aussi en hiver une sortie magnifique qu'on fait à l'Observatoire du Mont Mégantic. Donc, on va aller observer les étoiles dans le cadre du cours de l'histoire des sciences. Puis, je rajoute rapidement le grand voyage à chaque année. Depuis les dernières années, on organise toujours un voyage à l'extérieur du Québec. Donc, les dernières années, c'était surtout aux États-Unis. On est allé à Washington, à Philadelphie, à Chicago, à Houston. Et là, on est en train de monter un autre projet super intéressant, super fascinant. Donc, un voyage en Europe
plus précisément en Pologne, pour aller visiter le tristement célèbre camp d'extermination Auschwitz. Donc, ça pour dire, donc c'est assez rapide, si vous voulez avoir plus d'informations, évidemment, on va répondre à ces questions-là, mais tout simplement pour vous dire que ce programme Histoire et civilisation, ça va vous faire voyager et surtout rêver aussi. Donc, merci Philippe. Oui, alors je pense que quiconque a envie de voyager ou aime l'histoire, une petite sortie à Auschwitz est quand même quelque chose d'assez fascinant. Autre projet qui nous caractérise, qui est assez intéressant, et Mathieu, je vais te demander de laisser les diapos là, parce qu'on a des couvertures de nos revues. Vous savez que chaque programme, chaque deck, en fait, a ce qu'on appelle une épreuve synthèse de programme, une activité d'intégration globale des acquis. Nous, dans notre cas, nous réalisons une revue professionnelle qui a un ISSN officiel qui est conservé à la Bibliothèque nationale, à la fois à Ottawa et au Québec. Donc, c'est notre projet final et on fait une mise en page professionnelle avec des articles rédigés, corrigés, etc., selon des thématiques variées. Et je pense que c'est vraiment un projet qui est stimulant à la fin du deck. On ne voit pas l'intérieur, mais vous avez des pages fortement illustrées. Il y a toutes sortes de choses à faire dans ce cours-là et ça donne un produit fini, imprimé, que vous recevez comme objet de fin de deck. Donc ça, c'est vraiment intéressant et on s'en sert comme outil promotionnel. On l'envoie dans les écoles secondaires, par exemple. Donc, c'est quelque chose de significatif aussi pour nous. Je laisse maintenant la parole à Maxime, qui est étudiant en deuxième année chez nous et qui va pouvoir vous expliquer un peu la réalité du programme Histoire et civilisation. Qu'est-ce qu'on y fait et si c'est agréable d'y étudier. Alors, la parole à toi, Maxime. Merci beaucoup, Charles. Mathieu, tu peux mettre la diapositive, s'il te plaît, exactement sur la vie de programme dynamique. Merci beaucoup. Donc, comme Charles m'a présenté, je suis un étudiant en histoire et civilisation. J'en suis à ma 3e session, donc ma 2e année dans le programme. Et la formation a un très grand intérêt, honnêtement. Beaucoup de personnes qui arrivent en histoire sont soit déjà passionnées par cette matière-là ou sinon le deviennent, honnêtement, parce qu'on a une très belle vie de programme. Moi, j'ai fait, entre autres, l'école d'été. Pour eux, ça a été extrêmement enrichissant. Peut-être que certaines personnes qui se demandent, qui se disent « Ah, mais c'est plate de faire de l'école d'été », mais c'est rien, c'est quelques semaines juste avant. C'est un super beau projet. En plus, c'est ça, ça nous crédite des cours à l'université. Fait qu'il y a vraiment un intérêt académique à faire ça. Mais même sur le plan personnel, on apprend vraiment beaucoup de choses. Sinon, pour la cohérence des cours entre eux, on a des super bons cours. Les cours se suivent d'une session à l'autre. On a toujours l'impression de faire partie d'un tout. Même avec la formation générale, là, comme Antonin parlait, là, on va avoir des cours de philosophie, entre autres, qui font un très beau pont, des très beaux liens avec ce qu'on voit déjà dans nos autres cours. Par exemple, l'Occident et le sacré, qui est un cours que vous allez avoir à votre première session si vous venez en histoire. Un de mes cours préférés également, civilisation gréco-romaine qu'on a eu, qui est suivi du cours de Moyen-Âge, qui est vraiment comme une suite, là, une continuité là, dans l'histoire de l'Occident, suivi également de temps moderne dans le même cours. Et par exemple, on va parler de Première, Seconde Guerre mondiale après ça, vraiment pour voir le fil chronologique de l'histoire de l'Occident. Même chose là, avec nos cours, nos autres cours qui ne sont pas nécessairement des cours d'histoire, comme le cours de politique d'Antonin, qui permet vraiment de venir encadrer le tout, de mieux comprendre les institutions, ou même plus loin que ça avec le cours d'art là, que Charles Bourget enseigne justement, avec, par exemple, on va voir l'architecture des châteaux forts, ça c'est super intéressant. On ne va pas juste voir, par exemple, des tableaux, on va en parler évidemment. Là. Moi, j'aime bien ça, ça dépend des personnes, mais je le dis parce qu'on va vraiment aller plus loin que ça, on va pousser la notion. Sinon, je vois qu'il y a une question dans le chat là, qui a rapport avec ça, c'est-à-dire si les classes sont impersonnelles en histoire ou si le programme a un grand sentiment d'appartenance. Eh bien oui, je confirme que le programme a un très, très, très grand sentiment d'appartenance. Pour comparer avec sciences humaines, là, la meilleure chose que je pourrais dire, c'est vraiment qu'on est comme une petite famille. On est très peu dans le programme. C'est sûr qu'on voudrait être plus, mais d'un autre côté, je vous confirme que c'est le fait que le programme ne soit pas aussi de la même envergure de sciences humaines qui fait qu'on est vraiment comme une belle petite famille, que tout le monde se connaît et on réussit à grandir ensemble puisque c'est vraiment une classe qui se suit.
Même chose là, à la diapositive juste avant, là, on avait une photo du local étudiant là, avec ma belle tronche. Là. Justement, ça, c'est un des endroits assez uniques d'ailleurs au Cégep parce qu'il y a très peu de programmes qui bénéficient d'un local étudiant et nous, pour la grosseur du programme on a un très grand local. Ça, c'est super pour venir étudier, jaser, etc. Donc, oui, je dirais que c'est un programme unique avec une très belle vie là, qui en émane. Merci, Maxime. Donc, ça fait le tour de ce que l'on voulait vous dire. Si vous avez des questions, on va y répondre rapidement, mais Mathieu, tu pourrais mettre la dernière diapositive parce que vous pouvez aussi nous joindre si vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit plus tard après après le webinaire. Donc, vous pouvez m'écrire directement. Mon adresse courriel est ici à l'écran, mais vous pouvez aussi contacter votre aide pédagogique individuelle attitrée au programme, qui est Nancy Turgeon, qui connaît le programme sur le bout des doigts. Donc, elle va vous donner toutes les informations que vous voulez, si vous avez envie de faire le parcours en 5 sessions, etc., etc. Là, en fait, elle est vraiment de bons conseils là-dessus. Et vous avez aussi le site web du programme. D'ailleurs, le webinaire sera formaté et mis en ligne sur la page web du programme dans les jours qui viennent, ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, vous pourrez le revisionner tant que vous voulez. Donc disponible à ce moment-là. Je vous informe aussi que nous aurons vers la fin janvier une activité qui s'appelle activité découverte où vous allez pouvoir venir en personne voir les locaux et les espaces du Cégep, y compris notre local étudiant qui a été présenté par Maxime. Donc là, je pourrais laisser la parole à Mathieu qui aurait peut-être identifié quelques questions auxquelles on n'aurait pas répondu jusqu'à maintenant. Et là, on se relaiera la parole en fonction des questions pour y répondre. En fait, il vient d'avoir des questions. Là. Il n'y en a pas eu beaucoup pendant le reste de la présentation. Une première question, est-ce qu'il faut acheter beaucoup de livres et est-ce que c'est cher? Donc, je laisse la parole à Maxime. Ouais, je vais prendre la parole là-dessus, étant donné que je suis dans chacun des cours. Ça va dépendre vraiment beaucoup de chacun des professeurs. Honnêtement, en plus à cette session-ci, puisqu'on est essentiellement à distance, ma réponse va être un peu biaisée, étant donné qu'on a beaucoup de contenu qui est en ligne. Mais je dirais qu'honnêtement, j'ai rarement eu à acheter plus que 3, 4 livres, même que souvent, c'était plutôt dans la formation générale, donc les cours de philosophie, français, anglais, qu'il fallait que j'achète des livres. En histoire, ce n'est pas arrivé souvent. Par contre, vous allez souvent passer du temps à la bibliothèque pour aller en emprunter puis aller lire des chapitres de livres, aller vous chercher des références, des sources. Donc, si vous voulez avoir un coût là-dessus, je dirais que moi, j'ai rarement dépensé plus que 100 $ dans des cours, pas dans des cours, mais dans des livres pour le programme. Et même à ça, si on compare avec, par exemple, les personnes en technique qui achètent des énormes manuels à 400 $, là, ce n'est pas du tout notre cas, si vous voulez savoir. Une question très pertinente. Oui. Une question très pertinente qui m'a fait rire. Est-ce que c'est vrai que M. Bourget lance des bonbons à ses étudiants? Qui répond à ça? Est-ce que c'est Maxime ou c'est Charles? Charles avait son micro fermé. Je pense qu'elle est répondue. Ah! J'avais mon micro fermé. Ben oui, ça m'est déjà arrivé régulièrement, mais écoutez, ce n'est pas nécessairement systématique. Mais oui, il faut avoir une bonne capacité de résistance à la glycémie pour apprendre. Non, mais en fait, au fond, on s'amuse bien. Je pense que le fait qu'on est une petite équipe de profs qui se connaissent très bien, qui travaillent en collaboration de façon régulière et récurrente, ça crée une atmosphère et une espèce de, je ne sais pas, de camaraderie qui se sent de la part des étudiants. C'est un programme agréable. On s'amuse bien. Malgré qu'il soit sérieux et plein de contenu, il est aussi associé à la joie de vivre et au bonheur. Je viens de voir dans le chat une partie qui parle de la BLU. Effectivement, pour ceux qui ne connaissent pas ça, en réalité, au Cégep, on a la coop qu'on appelle.
Et on a la BLU également qui fait partie de la coop. C'est la banque de livres usagés. Donc, pour tous ceux et celles qui désirent acheter des livres à prix modique, c'est toujours possible d'y aller. En réalité, dans le fond, c'est les mêmes livres, souvent presque neufs, d'étudiants qui rapportent leurs anciens ouvrages pour que la banque de livres usagés, la BLU, donc, les revende aux étudiants à prix modique. J'ai deux questions par rapport, une par rapport aux frais, c'est par rapport aux cours d'été puis au voyage. Est-ce qu'il y a des frais associés à ça et est-ce que ça coûte cher? Puis, je reviendrai pour les autres questions ensuite. Caro, commence donc par rapport à l'école d'été, je vais suivre avec les voyages et les sorties. Oui, parfait. L'école d'été, non, ça ne coûte pas très cher. En fait, ça coûte comme un cours ordinaire. C'est sûr que de notre côté, il y a plusieurs frais parce que c'est une école qui coûte cher à monter. C'est vrai, mais c'est couvert. Tous ces honoraires-là sont couverts par une bourse qui nous a été octroyée à l'école d'été, qui est extérieure. Donc, vous avez seulement à payer les frais ordinaires du cégep. Je ne me trompe pas, Maxime, c'est bien ça que tu avais payé lors de l'école d'été, n'est-ce pas? Exactement. En fait, là, si vous voulez savoir sur votre facture de cégep, là, ça ne change absolument rien. En réalité, vous allez, là, je ne sais pas comment, ça va être quoi les modalités pour les années à suivre, là, mais vous allez vous inscrire au cégep. Normalement, vous allez faire votre choix court comme d'habitude, puis les frais que vous allez payer, en fait, c'est les mêmes frais que d'habitude quand vous allez au cégep. Là. Moi, je m'étais inscrit dans le cours de musique à la base parce qu'on ne pouvait pas encore changer le cours à ce moment-là, et je n'ai jamais eu d'autres frais là, qui sont apparus par la suite des choses comme une bonification, quoi que ce soit. Là. Tout est couvert par la bourse qu'on avait reçue. Je te passe la parole, Philippe, pour les voyages. Oui, tu me corrigeras aussi, Charles, si l'information n'est pas complète. Pour les sorties d'une journée, en général, le transport est quand même payé. Et donc, les frais ne sont pas très élevés, honnêtement. Je ne peux pas dire exactement le montant. Peut-être, Charles, tu pourrais peut-être préciser, mais ça ressemble à zéro, ça, non? Non, c'est à peu près 20 les sorties. Exactement. Québec Donc, et souvent, Montréal, là. Mégantic 10, je pense. Exactement. Souvent, c'est le coût d'entrée, mettons, dans un musée. Mais le transport, la plupart du temps, le département d'histoire, le programme Histoire Civ essaie de fournir puis finance le déplacement. Donc, ça, c'est bien parce que finalement, c'est des sorties qui ne coûtent pas très cher. Sinon, pour le voyage qu'on est en train de monter, le voyage justement en Pologne, à Auschwitz, le coût s'élève à 1 700 $. Ça comprend le billet d'avion, ça comprend l'hébergement, ça comprend aussi les différentes sorties musées, etc. Ça ne comprend pas, par contre, la nourriture. Donc, c'est en gros environ 1 700 $ pour un voyage, un grand voyage à peu près de 7 à 9 jours en Europe. Donc, je te laisse la parole, Mathieu. La dernière question que j'ai dans le forum, c'est est-ce que c'est possible de visiter les chambres du cégep? J'imagine que ça fait référence aux résidences. Et combien d'étudiants par étage? Ben, moi, je pourrais répondre à ça. Je ne peux pas vraiment répondre à ça parce qu'en fait, depuis 20 ans que je suis prof au cégep, je ne suis jamais allé dans les résidences. Je ne sais pas trop. Mais c'est sûr que si vous y venez lors de la journée découverte, vous allez pouvoir les visiter. Et je vous inviterai à poser la question à Nancy, justement, notre API, parce qu'elle, elle est détentrice de ce genre d'informations-là que finalement, le corps professoral ne maîtrise pas nécessairement, parce que c'est vraiment une réalité administrative, hein, les résidences, mais je ne pense pas que ça soit très cher. Je ne sais pas, peut-être, Mathieu, tu connais des amis qui y sont, je ne sais pas, on a toujours des étudiants qui sont aux résidences en général, mais je ne peux pas répondre à ça. Guylaine Fizette est en train de répondre là, sur le chatroom, Charles. Je peux lire la réponse de Guylaine. C'est le www.cégeps-sherbrooke en un mot.qc.ca/résidence. Donc, pour ce qui est des résidences, toutes les informations sont à cet endroit-là. Je viens d'avoir deux nouvelles questions. J'y vais une à la fois. On nous demande, les groupes sont composés de combien d'étudiants approximativement? Mais oui, de façon générale, on a 1 ou 2 groupes de base qui se nombrent à peu près 25 étudiants, 25 à 30 par classe. Donc, quand on a 2 groupes, ben c'est ça fait peut-être des plus petits groupes, là, 22, 23. Puis si on a un groupe, ben, ça peut être autour d'une trentaine. C'est variable.
Je vois aussi qu'il y a une question sur les débouchés du programme. Bien, j'en ai parlé un peu tout à l'heure. Ce sont les mêmes débouchés qu'avec un DEC en sciences humaines. Vous savez, les DEC préuniversitaires permettent d'aller à peu près dans tous les programmes qui ne sont pas contingentés. Donc, au fond, quand on parle de programmes contingentés, ce sont ceux qui demandent des moyennes générales plus élevées, mais aussi souvent qui demandent des préalables. Donc, dans certains cas, vous avez besoin de préalables, comme par exemple, si vous voulez faire une carrière scientifique, ça prend évidemment les cours de sciences. Et ça prend un DEC en sciences nature, sciences santé, généralement. Mais si votre but est d'aller dans un programme qui est associé aux sciences humaines ou à d'autres choses du même ordre, bien là, à ce moment-là, Histoire et civilisation permet d'aller dans tous les programmes. Je vous disais aussi qu'il était possible de faire les préalables de mathématiques pour aller en administration, mais aussi les préalables de psychologie si vous voulez aller en psycho. Donc, au fond, tous les programmes un peu plus spécialisés auxquels donne accès Sciences humaines nous sont aussi accessibles avec la possibilité de choisir des cours. Je vous rajouterais là-dessus qu'au fond, si vous voulez aller, par exemple, en droit, si vous voulez aller en histoire, évidemment, si vous voulez aller en politique, si vous voulez aller en travail social, si vous voulez aller dans tous les domaines, au fond, qui sont associés de près ou de loin aux sciences humaines, Histoire et civilisation donne accès à tout cela. Donc, au fond, vous avez surtout à vérifier le type de programme universitaire vers lequel vous voulez aller pour vous assurer s'ils ont besoin de préalables ou pas. Environ, là, Charles, pour compléter, environ 200 programmes universitaires sont accessibles avec le programme Histoire-Civilisation. Tu le nommais là, tantôt, que ce soit le droit, l'administration, tous les programmes en lien avec la relation d'aide, psychoéducation, travail social, psychologie, évidemment. Alors, essentiellement, tous ces programmes-là, et même plus, sont accessibles. Tout ce qui n'est pas accessible, comme le disait Charles, ce sont les programmes de nature scientifique qui là, ont besoin de certains préalables. Ceci étant dit, j'aimerais juste rajouter un petit quelque chose à ce que disait Charles. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de contingentement dans les programmes auxquels vous avez accès. Si, par exemple, vous voulez rentrer en droit ou en administration, en travail social ou en psychologie, il y a quand même là, des contingentements importants aussi. Donc, ça va vous demander de bien travailler et d'avoir une bonne moyenne simplement. Il y a une question qui demandait, c'est quand la date limite d'inscription pour la session d'automne 2021. Et pour ça, c'est Guylaine qui a répondu sur le forum. C'est le 1er mars 2021. Il y a une question beaucoup plus tôt dans le forum qui a passé sous mon radar, mais on me demandait pour être professeur au cégep, est-ce que c'est suffisant d'avoir un DEC en histoire et civilisation pour être professeur au cégep? Donc, je laisse la parole à Charles. En fait, je pense que tout le monde qui est sur ce panel est habilité à répondre à une telle question. Normalement, les départements du cégep engagent des spécialistes disciplinaires et on juge que quelqu'un devient spécialiste disciplinaire lorsqu'il a minimalement un bac disciplinaire et idéalement une maîtrise disciplinaire parce que la maîtrise donne une espèce de fini méthodologique qui permet de raffiner nos approches et nos méthodes. Donc, dans ce contexte-là, évidemment, on n'engage personne qui n'a qu'un simple DEC dans une discipline comme Histoire et civilisation. Je pense que ça répond à cette question. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Mathieu? Je pense que ça marque la fin de ce webinaire. J'aimerais remercier tous les panélistes qui sont présents avec moi et remercier aussi tous les étudiants et élèves du secondaire qui sont venus assister à cette présentation. Puis j'en profite pour saluer ceux qui nous regardent en rediffusion, pas en rediffusion, mais en enregistrement sur la page web du programme Histoire et civilisation. Merci à tous. Salut, chers collègues.